Salut à tous et bienvenue sur Osmosis. Aujourd'hui, on va parler Titan et pétanque. Ouais. Croyez-le ou non, c'est pas facile d'être un titan. Prenez Atlas par exemple. Grand, costaud, bonne éducation et toujours le mot pour rire avec ça. Bah il aura suffi d'une petite révolte de rien du tout contre les dieux de l'Olympe pour qu'il soit condamné à soutenir la voûte céleste jusqu'à la fin des temps. Et pendant la fin des temps, au bout d'un moment, bah tu commences un peu à te faire chier. Pour briser la monotonie ambiante, Dieu se ramène dans la place et commence à faire ses trucs de Dieu quoi. Et le soleil, la lune, les astres, les bestioles et tout le tintouin. Atlas, tellement heureux que Dieu soit enfin concentré sur autre chose, en profite pour lâcher la voûte céleste et au moment de la ramasser, se trompe en prenant le pote de Sisyphe, son énorme boulet qu'il faisait rouler en haut de sa colline dans le Tartare. Se rendant compte de sa connerie, et pour échapper à la colère de Dieu, Atlas se fait la malle en tombant directement dans la voûte céleste. Et à partir de là, il fait la bagarre contre Hercule, Jeanne d'Arc et même Adam et Ève à grands coups de rocher dans le museau. Alors je te jure, on n'a pas fumé. Hein. On a peut-être bu un verre ou deux, hein. Rock of Ages 2 est donc un jeu on va dire un jeu de stratégie, bowling, pétanque, tower defense. T'inquiète, on t'explique tout après. Et il est sorti le 28 août 2017 sur PC. Vous vous baladerez sur une map monde représentant l'Europe, sur laquelle vous pourrez affronter des gus comme William Wallace, Jeanne d'Arc ou encore Copernic en vous envoyant vos boulets respectifs dans la gueule. Enfin, pour être plus précis, dans la porte du château adverse qui protège la gueule de votre némésis du moment, tout en protégeant bien sûr votre propre forteresse de l'ennemi. Pour cela, le jeu se déroule en deux phases bien distinctes. Une première phase où vous placez vos défenses pour enquiquiner l'ennemi, et une deuxième phase où vous dévalerez la piste en défonçant tout ce qui se trouve sur votre passage jusqu'au rempart. Ouais, c'est plutôt atypique comme concept. Et on doit tout ça au studio chilien Ace Team, qui fait partie de nos petits chouchous chez Osmosis et dont on va vous parler un peu plus en détail. Tout commence pendant les années 90, donc déjà ça commence bien. Les frangins Andrés, Carlos et Mundo Bordeo passent leur temps devant les jeux vidéo et comme tous les gamers, décident d'en faire leur métier. Le jeu qui les poussera à faire leur premier pas dans le domaine fut Shadowgate, auquel ils jouaient ensemble sur le Macintosh Plus de la CAFA. Alors quand on dit premier pas, c'est en fait le truc qu'on faisait tous quand on était gamin avec des étoiles de Super Mario dans les yeux, les documents de game design qu'on gribouillait passionnément à la fin du cahier pendant les cours de bio et qui servaient naturellement à créer le jeu ultime de ouf quand on sera devenu, là encore, naturellement, le dieu de la programmation. Cependant, les frangins n'ont pas abandonné leur rêve en cours de route et se sont mis à développer leur premier mode pour Marathon, un FPS du studio Bungie que vous connaissez tous. Mais si... Malheureusement, leur Mac a fondu en cours de route et tout a été perdu, du coup on n'a rien à vous montrer. Mais après ce coup dur, la fratrie ne se laisse pas abattre pour autant, et comme ils étaient à fond sur Doom 2, et en pleine lecture du comic Nightfall de Batman, ils sortent un mode Batman Doom en 98. Cependant ici, on ne parle pas du petit mode qui rajoute 2-3 ennemis, un niveau et 2 armes supplémentaires, non, mais bien d'une refonte quasi complète du jeu original dit Total Conversion, dès lors plus proche du jeu à part entière. À sa sortie, le mode connaît un certain succès dans la communauté, encourageant notre trio à continuer sur sa lancée. En 2001, se faisant désormais officiellement appeler Ace Team, ils jettent leur dévolu sur Quake 3. Toujours avec un mode offrant une campagne solo narrative à l'ambiance fortement inspirée par l'univers de Lovecraft. Mais malgré toutes ses qualités, The Dark Conjunction n'obtient qu'un maigre succès, la communauté des mods sur Quake 3 tournant principalement autour du multijoueur. Décidant de passer à la vitesse supérieure, le studio se lança en 2002 dans le développement de leur premier véritable jeu indépendant. Baptisé Xenozoic, le jeu se voulait un mélange de FPS et de RPG dans la veine du récent Deus Ex, se déroulant dans un monde primitif peuplé de créatures fantastiques. Bon, malheureusement, le projet était trop ambitieux et complexe pour leurs moyens et Xenozoic ne vit jamais le jour. Alors tout ça, c'était la partie un peu amateur du studio. Et là, on va faire un bond de quelques années en avant. Si on part du principe que chaque studio a son jeu emblématique, Xenoclash serait le titre tout désigné pour la Ace Team. Mix improbable entre Doom et Double Dragon, en tout cas pour l'époque, Xenoclash marquera les esprits par sa direction artistique qui ne ressemblait à aucune autre et son système de combat privilégiant le corps à corps. Faut dire qu'en 2009, d'un point de vue marketing, la série Call of Duty régnait en maître absolu, avec en plus la sortie du deuxième opus de Modern Warfare prévu pour la fin de l'année. Du coup la guerre était plutôt tendance et c'est d'ailleurs le type de réponse qu'eurent nos frangins lorsqu'ils présentèrent leur démo de Xenoclash aux éditeurs. C'est joli mais ça va faire un but. Faut dire que Xenoclash est atypique au possible. Tel un phénix virtuel, Xenoclash prit son envol à partir des cendres encore fumantes de Xenozoic. Suite à leur expérience précédente, le projet fut délesté d'une bonne partie de son contenu pour se focaliser sur deux aspects. La baston à main nue en vue FPS, qui constituera le cœur du gameplay, et une vision artistique surréaliste empruntant à l'art nouveau. Avec 6 artistes sur les 7 membres que comptait l'équipe de développement, autant vous dire que le deuxième point fut particulièrement travaillé, à tel point que le studio confiera un peu plus tard que la surabondance de concept art fut même parfois problématique, le seul programmeur de l'équipe ne pouvant pas suivre la cadence des artistes et des designers. Mais encore une fois, leur expérience précédente avec Xenozoic permit à la team de garder une vision claire sur ce que serait Xenoclash de bout en bout. Et le jeu arriva sur Steam le 21 avril 2009. Avec ses décors variés et ses personnages étranges mi-primitifs mi-anthropomorphes, Xenoclash réussira le tour de force d'offrir un sentiment d'exploration et de dépaysement intense lors d'une campagne pourtant très linéaire. Et son système de combat, bien que perfectible, rendra l'expérience vraiment grisante pour les joueurs s'y étant essayés. Faut comprendre que c'était vraiment un jeu un peu à part des standards de l'époque, et c'est ce qui a permis au studio
studio de se faire remarquer au sein d'une scène indépendante en pleine renaissance. Bah oui les mecs, World of Goose était en 2008. Alors sans trop spoiler, Xenoclash se terminait sur un cliffhanger. Ce qui mettait le studio face à un dilemme pour son prochain projet. Et Steam pouvait capitaliser sur l'engouement suscité par Xenoclash et commencer directement à développer une suite déjà attendue par les joueurs. Clairement, c'était la solution la plus sage d'un point de vue commercial, mais elle ne correspondait pas vraiment à l'état d'esprit du studio qui souhaitait explorer de nouveaux horizons à chaque nouveau jeu. De plus, il prenait également le risque de s'enfermer dans une seule licence phare aux yeux des joueurs et des futurs éditeurs, un peu comme ces acteurs définitivement prisonniers de leur rôle. Et ça, c'est jamais bon quand on est un studio qui a la bougeotte artistique. La deuxième solution était donc de partir sur un projet complètement différent, ce qui représentait naturellement des risques, mais aussi beaucoup plus de fun. Et le fun, c'est bien. Bref, un brainstorming plus tard, le concept de Boulder était jeté. Il s'agissait de contrôler un gros boulet à travers une piste jonchée d'obstacles afin de détruire le fort ennemi qui se trouvait au bout. Une toile de fond médiévale s'imposait alors, mais comme d'habitude, le studio cherchait à se démarquer un peu plus, et l'idée de traverser différentes époques et courants artistiques, en reprenant le style d'animation de Terry Gilliam, dont ils étaient ultra fans, apporta la touche finale à leur bébé. Le nouvellement nommé Rock of Ages arriva sur Steam le 7 décembre 2011, son gameplay, sa direction artistique et ses animations font mouche, et le studio est propulsé une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, les sites spécialisés le considérant tour à tour comme l'un des meilleurs titres, le plus original et même le plus bizarre de l'année. Un succès amplement mérité qui permettra à la S-Team de peser définitivement dans l'indie game. À partir de là, on pourrait vous parler des jeux qu'on suivi, que ce soit le sympathique Abyss Odyssey, la fameuse suite de Xenoclash, ou encore le récent The Deadly Tower of Monsters, qui à leur manière font tous honneur à la réputation du studio, et qui mériterait même un petit épisode à part, tant il y a des choses à dire dessus, mais d'une, ce ferait vraiment un méga épisode de ouf, et de deux, comme tous ces jeux comportent un mode coop, on vous les fera découvrir directement sur notre Twitch à l'occasion. Mais pour le moment, on va revenir sur la suite de Rock of Ages. Et on va commencer par vous présenter un peu plus en détail le gameplay. Dans la suite de Rock of Ages, il est toujours question de faire rouler des boulets à toute berzingue sur différentes pistes représentant des sortes de champs de bataille, jusqu'à atteindre la porte du château dans lequel se terre votre ennemi. Assez simple, sauf que pendant ce temps-là, l'ennemi fait exactement la même chose de son côté et essaiera donc de défoncer vos portes pour vous rouler dessus sans ménagement. Évidemment, le premier qui arrive à enfoncer les défenses de l'autre et à l'aplatir dans la foulée a gagné la guerre. Heureusement, vous n'êtes pas complètement démunis face aux obus ennemis, le jeu étant découpé en deux parties spécifiques. En premier lieu, vous devez construire divers obstacles, armes et fortifications sur votre propre piste. En début de partie, vous constituez une sorte de deck de défense qui seront à votre disposition pour toute la bataille en cours. Vos emplacements étant limités et les décors ayant leur spécificité, il vous faudra choisir stratégiquement. Une fois la partie commencée, vous disposez d'un certain pécule qu'il vous faudra dépenser en plaçant judicieusement vos murs, vos catapultes, vos tremplins et vos vaches sur votre piste, non seulement pour ralentir le boulet ennemi, mais également pour lui infliger un maximum de dégâts avant qu'il n'atteigne votre seuil. Et bah oui, les rochers rondouillets ne sont pas invincibles. Ils disposent d'une jauge de vie qui diminuera chaque fois qu'ils démoliront une structure ou qu'ils se prendront un projectile ou une explosion sur le coin de... Ah non, pas sur le coin parce que c'est des sphères en fait. De plus, la vie restante impactera directement la quantité de dégâts qu'ils infligeront sur la porte ennemie. Un boulet intact faisant des ravages de ouf, tandis qu'un morceau de caillou tout pété abîmera à peine la peinture. Pendant que vous construisez vos défenses, vos serviteurs tailleront la pierre pour préparer votre futur boulet. Une fois ce dernier prêt, vous pourrez en prendre les commandes et dévaler la piste en écrasant tout sur votre passage jusqu'à atteindre la fatidique porte ennemie en bas de piste. Cette dernière nécessitera plusieurs coups pour être enfin enfoncée et lorsque vous avez fini votre course avec un boulet, ou si vous avez le malheur d'être détruit en cours de route, vous repassez en mode construction en attendant que votre prochain boulet soit prêt. La petite subtilité, c'est que pour obtenir l'or qui vous permettra de construire vos défenses, vous devrez détruire les structures ennemies lors de la phase de rouler boulet. Mais ce faisant, votre boulet prendra des dégâts, le rendant moins efficace à l'arrivée. À vous de trouver le bon équilibre entre slalom entre les défenses ennemies et destruction totale de ces structures, sachant qu'en parallèle, votre adversaire ne se reposera pas sur ses lauriers, donnant lieu à une véritable course contre la montre pour écraser en premier le méchant d'en face. Ouais, et manette en main, c'est aussi fun que ça en a l'air. Et encore, vous avez pas vu les animations durant la campagne. Alors, on vous en a parlé au début, la campagne de Rock of Ages 2 vous met aux commandes d'Atlas qui cherche à échapper à la colère de Dieu, et si possible sur la coulée douce, en traversant une Europe stylisée avec son pote boulet. Mais la plupart des locaux ne l'entendent pas de cette oreille, surtout Van Gogh. Parce que la vie c'est pas facile, vous devrez affronter tout ce beau monde pour gagner votre liberté. Chaque victoire sera l'occasion d'avancer un peu plus sur la map, et surtout de récupérer de nouvelles unités de défense que vous pourrez utiliser lors de vos prochaines batailles. De plus, vous débloquerez au fur et à mesure de nouveaux types de boulets ayant leurs propres caractéristiques, comme le boulet angélique permettant de faire un double saut, le boulet enflammé faisant plus de dégâts, ou le boulet de baudruche, extrêmement léger mais pas très résistant, et pas beaucoup de dégâts. En plus des niveaux traditionnels, le jeu comporte également des boss faisant l'objet d'arènes dédiées. Pas de construction ici, il sera juste question de trouver le point faible du monstre et de lui rentrer dans le lard. Pour finir, lorsque vous terminerez un niveau, il sera possible de le rejouer, mais également de le parcourir en mode course d'obstacles, qui, comme son nom l'indique, est une course de boulets contre votre adversaire se déroulant en plusieurs manches. Là encore, pas de
de construction, vous dévalez simplement la piste jonchée de défense afin d'être le premier arrivé. Même si le premier opus avait un mode multijoueur, c'était pas un mode coop à proprement parler. Mais encore une fois, les développeurs ont pensé à nous pour ce deuxième opus. Sans surprise pour ceux qui suivent notre chaîne, c'est-à-dire les meilleures personnes de l'univers, Rock of Ages 2 est jouable en coop. Disponible uniquement en local en écran splitté, il est possible de faire l'intégralité de la campagne en coopération avec un deuxième joueur. Sur le mode principal, à savoir les affrontements contre l'IA, chaque joueur pourra choisir en début de partie son propre deck de défense, ainsi que son ou ses boulets. Car oui, on peut choisir plus d'un boulet pour nous accompagner. Une fois en jeu, les joueurs peuvent construire librement leur défense sur la même piste, sachant que vous disposerez chacun de votre propre réserve d'or. Quand il s'agit de rouler, là encore, les joueurs glisseront sur la même piste quand bon leur semblera, enfin à condition que leur boulet soit prêt quoi. Pour compenser l'avantage offert par 2 boulets, les portes de château seront plus résistantes et surtout l'IA contrôlera elle aussi 2 cailloux, histoire de pas faire de jaloux. En dehors de ça, les parties se déroulent fondamentalement de la même manière, le second joueur pouvant intervenir sur tous les modes de jeu, que ce soit les batailles, les courses d'obstacles ou les affrontements contre les boss. Ce sera également l'occasion de découvrir avec un pote l'un des points forts du jeu, à savoir les fameuses animations entrecoupant votre progression dans la campagne, parodiant effrontément les grandes figures historiques et mythologiques de notre monde, en utilisant leurs représentations les plus célèbres. Ces cutscenes reprennent le style si caractéristique des animations de Terry Gilliam, et vu la place et leur qualité au sein de Rock of Ages, on s'est dit que ce serait vraiment dommage de pas vous parler rapidement du bonhomme. Avant de devenir l'un des réalisateurs les plus poissards de l'histoire du cinéma, Terry Gilliam était connu comme l'un des membres fondateurs de la troupe des Monty Python, et surtout l'artiste responsable des animations du show Monty Python's Flying Circus, une petite série de rien du tout qui n'a eu aucun succès à la télévision britannique et dans le reste du monde et n'est absolument pas considérée comme pionnière de l'absurde sur le petit écran. Mais d'abord, retour aux origines. Né le 20 septembre 1940 dans une petite ville du Minnesota, Terrence Vance Gilliam était, comme beaucoup d'enfants, avide de comics et de dessins animés. Il considérait Pinocchio comme son film d'animation préféré au point de rêver régulièrement qu'il s'envolait vers l'île des plaisirs. En fait, il avait tellement la sensation que son corps volait que lors de son adolescence, il refusa d'essayer les drogues dures de peur de vouloir tenter de s'envoler par la fenêtre. Étudiant rebelle, anti-guerre et écologiste convaincu, il devint accro au magazine satirique Mad au point d'en reprendre le ton lorsqu'il lança son journal de l'université nommé Fan. Il en envoyait d'ailleurs régulièrement des copies à Harvey Kurtzman, le responsable éditorial de Mad, que Gilliam considérait comme son maître à penser en la matière. Si Kurtzman prit le temps de répondre positivement aux jeunes talents depuis sa ville de New York, il ne s'attendait pas à voir débarquer un jour sur le pas de sa porte un Gilliam qui avait décidé de rencontrer son idole en chair et en os. Le hasard des choses fit que Harvey Kurtzman cherchait justement un assistant pour son nouveau magazine Elle, l'ancien venant de quitter le navire. Évidemment, Terry accepta et assura son poste jusqu'en 1967, année où le magazine commença à péricliter. Gilliam décida alors de poser ses valises à Londres, où après quelques jobs de caricaturiste, il se fit rapidement embaucher pour faire les animations de l'émission humoristique Do Not Adjust Your Set, qui cartonnait à l'époque, et où il rencontra ses futurs copains de cirque ambulant. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il s'inventa son propre style d'animation, qu'il affirma 2 ans plus tard lorsqu'il intégra la troupe des Monty Python, où il s'occupa des sketchs animés du show Flying Circus. Profondément irrévérencieuses et subversives, les animations de Terry Gilliam parodiaient des images, photos, peintures et représentations célèbres à travers des scénettes prenant à contre-pied le contexte d'origine. D'ailleurs, nombreux étaient les téléspectateurs qui ne regardaient le show que pour les animations de Gilliam, dont le nom était désormais super connu. Niveau technique, Terry, sachant qu'il ne pourrait jamais obtenir la perfection d'un Disney, disait lui-même qu'elle était basique. Il découpait à la main ses sujets en détaillant les parties animées telles que les bras, les jambes, la bouche, etc. Puis il animait le tout image par image en prenant simplement des photos successives. En gros, une sorte de mélange entre l'animation traditionnelle et le stop motion. La vraie force des animations de Terry Gilliam se situait justement dans le contraste entre le réel ou le rapport au réel des images d'origine et le côté surréaliste et burlesque des scènes dont elles étaient le sujet. Ces sketchs empruntaient régulièrement au code et à l'absurdité enfantine des cartoons, mais également aux œuvres de Jérôme Bosch qui fut une de ses inspirations principales. Cette opposition entre le réel et l'imaginaire est d'ailleurs l'un des thèmes qui deviendra récurrent dans sa carrière de cinéaste qu'il amorça en 1977 avec Jabberwocky lorsqu'il était encore membre des Monty Python, avant de l'embrasser définitivement lorsqu'il quitta le groupe en 1983 et se lancera dans la réalisation de Brasil. Mais ça c'est une autre histoire et on va revenir tout de suite à Rock of Ages 2. Et pour ça, on va répondre à la question qui vous brûle les lèvres. Qu'est-ce que ça vaut en coop? Comme on vous l'a dit, vous aurez l'occasion de parcourir l'ensemble des niveaux du jeu en coop. Alors on va déjà évacuer rapidement un aspect du jeu. S'ils sont réussis d'un point de vue artistique, comme tout le reste du jeu d'ailleurs, les affrontements contre les boss sont clairement anecdotiques, principalement parce qu'ils n'offrent aucun challenge en fait. Pire encore, leurs mécaniques sont clairement étudiées pour faire face à un seul joueur et ne bénéficient d'aucune modification pour la coop, laissant donc le second joueur complètement libre de ses mouvements. Mais heureusement, les boss ne représentent qu'une infime partie du jeu, l'élément central étant clairement les champs de bataille. Et pour le coup, les parties à deux apportent
apporte une petite couche de stratégie supplémentaire, à commencer par le choix des défenses. 2 joueurs, ça représente 2 fois plus de défense à embarquer dans la partie, augmentant donc vos possibilités pour empêcher les boulets ennemis de tourner en rond. Et libre à vous également de répartir vos défenses sur la piste, de vous partager les emplacements ou de concentrer toutes vos défenses sur le même goulot d'étranglement. Quand il s'agit de rouler, là encore, la présence d'un second boulet à vos côtés est toujours une bonne chose, chaque joueur pouvant avoir ses propres balls. Évidemment, l'intérêt est encore une fois de trouver la meilleure combinaison pour dévaler au mieux les pistes, dont les défenses seront bien plus denses pour l'occasion. Essayez d'esquiver au mieux les défenses, ou au contraire confier à l'un des joueurs la destruction d'un maximum de structures afin de libérer le passage pour le deuxième, tout ça fait partie des possibilités offertes par la coop. On regrettera juste l'impossibilité de se transférer de l'or entre joueurs pendant la partie, obligeant forcément les 2 joueurs à participer un minimum à la destruction des défenses ennemies pour accumuler des sous-sous. En gros, et pour conclure, Rock of Ages 2, c'est méga fun. Rien que pour son concept qui ne ressemble à aucun autre, sa direction artistique référencée absolument sublime, ses animations monty-pythesques et le simple plaisir de construire et surtout démolir tout sur son passage, le jeu mérite largement votre attention. Alors avec un mode coop bien intégré pour partager le tout avec un pote, y a pas à tortiller du boule, on vous le recommande sans hésiter. Voilà, cet épisode est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu ou si vous êtes Eric Gilliam, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner. N'oubliez pas non plus qu'on est dispo sur tous les réseaux sociaux à peu près. Sur ce, on vous dit à la prochaine et roulez bien. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty.